Donc, nous continuons le livre 2, les physiques. Nous arrivons à la fin du livre 2. Et là, c'est vraiment important, je vous demande d'être attentifs, parce que nous allons voir ce soir, si vous voulez, la démonstration, le fondement de tout ce que je vous ai dit dans l'introduction à la philosophie, comme quoi, vous voyez, la philosophie de saint Thomas et d'Aristote est une philosophie réaliste, et que on doit commencer absolument par étudier le réel, les choses concrètes, pour ensuite réfléchir, penser et examiner notre pensée et voir qu'il y a une logique dans notre pensée. Et cette logique, elle vient pas de nulle part, elle tombe pas du ciel, c'est pas une thèse qui nous arrive comme ça, boum, c'est comme ça. Non. Aristote va montrer là ce soir que notre pensée, donc, elle est logique parce qu'elle est calquée sur le processus naturel du changement. Et parce qu'il y a les cas de cause dans le changement des choses naturelles, alors, eh bien, il y a un processus logique dans notre pensée. Ça, c'est, vous voyez, la justification. Bon, alors, dans l'introduction, je vous avais parlé du professeur de Murals, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi les Belges, il y a Marcel de Corte, il y a des Étienne Gilson, il y a des grands philosophes thomistes du XXe siècle qui ont réagi contre les a priori, ce qu'on appelle l'a priori philosophique, qui est complètement faux, qui est une déviation, si vous voulez, de la scolastique. Bref, mais au-delà des philosophes du XXe siècle qui ont vu les choses, il faut revenir au texte d'Aristote, il faut suivre Aristote pas à pas, et on comprend effectivement que c'est bien la pensée d'Aristote et c'est bien la pensée de saint Thomas. La logique ne vient qu'après avoir observé les processus naturels, observé les cas de cause, observé le changement. Et c'est ce changement des choses naturelles qui nous apprend à raisonner correctement. Alors, le titre du paragraphe de ce soir, c'est là où il y a un ordre de procédé ou un process, on dirait aujourd'hui, mot contemporain, c'est process, processus, ordre de procédé, pour Aristote, eh bien là, il y a une fin. Là où il y a des principes déterminés et un ordre déterminé de procédés, je vous conseille vraiment de prendre des notes, hein. Là, ce soir, c'est vraiment capital, importantissime. On est au cœur du sujet. Ce qui nous oppose à tous les philosophes thomistes qui ont dévié complètement, qui sont tombés dans l'idéologie, c'est ce soir qu'on comprend tout. C'est ce soir qu'on a toutes les réponses. Donc il faut bien comprendre qu'il faut d'une part des principes déterminés, ensuite et un ordre déterminé de procédés. Alors il faut qu'il y ait une fin déterminée en vue de quoi les autres choses arrivent ou deviennent. Je répète, là où il y a des principes déterminés et un ordre déterminé de procédés, il faut nécessairement qu'il y ait une fin déterminée en vue de quoi les choses deviennent. Là, vous voyez, c'est l'observation du mouvement et du changement dans les choses qui fonde le syllogisme. Donc, le principe déterminé, on va dire, c'est la majeure. Un ordre déterminé de procédés, parce que de la majeure arrive la mineure, et de la majeure et la mineure, il y a une fin, un but, c'est la conclusion.
Et la pensée procède exactement de la même façon que les choses, le changement naturel. Dans la génération des animaux, dit Aristote, il y a un ordre déterminé des diverses opérations. Il faut d'abord qu'il y ait les principes séminaux. Partant de ces principes, l'animal ne sera pas engendré aussitôt. Il y a 9 mois de gestation pour les hommes. Après, selon les animaux, il y a plus ou moins de gestation. Bref, il y a un temps de gestation avant d'arriver à la naissance de l'animal ou de l'homme, du bébé. Donc, la semence elle-même ne sera pas prête à la génération immédiatement. Au point de départ, elle est informe et par un certain ordre, elle tend vers la perfection de la forme. Ainsi, dans la génération de l'animal, il y a une fin déterminée. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des monstres et des défauts chez les animaux que la nature n'agit pas en vue d'une fin. Certains philosophes ont pensé que les faits naturels viennent uniquement des principes antérieurs, des principes qui sont avant, c'est-à-dire de la matière et de l'agent, et non pas de l'intention de la fin. Mais Aristote montre le contraire. Donc, ceux qui pensaient que les choses naturelles viennent uniquement des principes antérieurs matériels et efficients, c'était justement les présocratiques. Vous voyez, tous ces philosophes là qui croyaient dans l'universalité des 4 éléments, etc., que réfute Aristote à chaque fois. Et Aristote lui dit non, 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 ça vient pas de là, ça vient de l'intention de la fin. Celui qui dit que la nature n'agit pas pour une fin détruit la nature elle-même et ce qui est selon la nature. Vous détruisez la fin comme font les modernes, vous détruisez la nature des choses et vous détruisez la nature euh, extérieure. Oui. Donc, l'écologie est très à la mode en ce moment. Là, tout le monde se met à parler de l'écologie parce que Bergoglio se met à parler de l'écologie. Alors, bah, allons-y, rentrons dans le débat. Et si on nie la fin, si on nie la cause finale, on détruit la planète. C'est obligatoire. Si vous voulez, donc, une erreur philosophique pour ceux qui disent que la philosophie, ça ne sert à rien. La philosophie, c'est la vie. C'est la vie naturelle, hein, attention. Je ne fais pas non plus un absolu. Je sais que la vie, c'est Jésus-Christ. Et vous voyez, Jésus-Christ ne contredit absolument pas Aristote. Hein. Donc Jésus-Christ nous a apporté la vie surnaturelle, mais Aristote nous a apporté la vie naturelle. C'est pour ça que saint Thomas l'assume quasiment totalement, sauf que certaines parties bon, que Aristote ne pouvait pas connaître, puisqu'il faut la révélation pour ça. Mais si vous voulez, tout ce que Aristote a découvert avec son intelligence et sa réflexion sur le plan naturel, il nous a apporté la vie. La philosophie, c'est la vie. Et nier donc cette cause finale qui est centrale dans la philosophie, eh bien, c'est détruire la vie naturelle à tous les niveaux. Alors, ce qui est selon la nature, c'est tout ce qui se meut d'une façon continue, ayant en lui le principe intrinsèque de son mouvement, jusqu'à ce qu'il parvienne à sa fin. Alors ça, c'est absolument génial parce qu'il n'y a, y a absolument rien d'oublié, si vous voulez. Ça, c'est le génie des grands esprits. Je répète la phrase. Vous pouvez noter. Hein. Ce qui est selon sa nature, c'est tout ce qui se meut d'une façon continue. Alors, on verra à la fin, dans le dernier livre, dans le livre 5 des physiques, c'est un livre important, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de chapitres, mais c'est un livre vraiment très, très important qui conclut le livre des physiques sur le mouvement, le moteur, le mobile
et les différentes espèces de mouvements et il remonte jusqu'au premier moteur. Le premier moteur, c'est Dieu. Donc, selon la nature, tout ce qui meut d'une façon continue ayant en lui-même le principe intrinsèque donc, de son mouvement et jusqu'à ce qu'il parvienne à sa fin. Ça s'appelle la nature, ce qui est selon la nature. Alors, lorsque l'être selon la nature parvient à sa fin, il se repose parce qu'il a atteint sa fin. Ce mouvement n'est pas vers n'importe quel terme, il n'est pas à partir de n'importe quel principe, tendant vers n'importe quelle fin. Il est à partir d'un principe déterminé vers une fin déterminée. Toujours l'être naturel part d'un même principe pour atteindre une même fin, à moins que quelque chose en empêche. Donc ça, c'est le hasard ou la fortune, comme on a démontré auparavant. Ce qui arrive en vue d'une fin agit toujours de cette façon. Quelque chose arrive par hasard quand ce n'est pas pour cela qu'il agit. Il est donc manifeste que la fin, poursuivie par la nature, ne l'est pas en vertu du hasard, mais en vertu de l'intention de la nature. Et bien sûr, ceux qui sont contre la philosophie d'Aristote vont dire, mais il ne peut pas y avoir d'intention dans la nature, puisque l'intention est intelligente, c'est l'intention d'une intelligence. Eh bien oui, justement, c'est parce qu'il y a une intention dans la nature que c'est la preuve que c'est une intelligence qui a créé la nature, ou qui est à l'origine de la nature. Le, la notion de création est révélée, donc elle n'est pas philosophique. C'est aller contre la définition même de la nature que de dire qu'elle n'agit pas en vue d'une fin. Ou, en d'autres mots, nier la fin, c'est nier la nature, tout simplement. Il ne faut pas confondre l'intention dans la nature, l'intention de la nature et la délibération qui n'existe pas dans la nature. Dans la nature, il n'y a aucune délibération. Mais il y a une intention. C'est-à-dire, elle agit en vue d'une fin, sans délibérer. Alors pour certains, la nature ne peut agir en vue d'une fin parce qu'elle ne délibère pas. Il est manifeste que l'art agit en vue d'une fin, et cependant, il est manifeste que l'art ne délibère pas non plus. De même, l'artisan qui a la maîtrise de son art ou de sa technique ne délibère pas. Ça, c'est l'apprenti qui délibère. Vous voyez, le petit apprenti qui va à l'école et puis l'après-midi qui va à l'atelier pour apprendre le métier. Alors lui, il délibère, justement, il perd un temps fou dans son établi pour savoir qu'est-ce qu'il va prendre comme outil, comment il va. Vous voyez, ça, c'est l'apprenti. Mais le maître, celui qui a la maîtrise de son art, lui, il ne passe pas 5 minutes à réfléchir. Il connaît, il sait, il maîtrise. Il y va. C'est comme si c'était spontané. Pareil, alors je prends l'exemple d'un artisan, mais vous prenez l'exemple d'un pianiste ou d'un organiste, vous les voyez, vous, délibérer devant leur clavier. Mais le pianiste qui fait ça en concert, mais on lui lance des tomates pourries, vous voyez, ou des œufs, puis on le hue. Un artiste, ça ne délibère pas, ça joue. Un virtuose, vous voyez, ça joue, on dirait que c'est automatique, quoi. C'est-à-dire, ça jaillit comme ça. Il n'y a pas de délibération. Il est donc évident que ne pas délibérer peut être le fait de certains agents, non parce qu'ils n'agissent pas pour une fin. Le pianiste agit bien pour une fin.
le maître artisan agit bien pour une fin, mais il ne délibère pas. Mais donc, le fait de ne pas délibérer, peut-être le fait de certains agents, non parce ils n'agissent pas pour une fin, mais parce qu'ils ont les moyens déterminés par lesquels ils agissent. Ainsi, la nature, parce qu'elle a des moyens déterminés d'opérer, ne délibère pas. La nature ne semble différer de l'art que parce qu'elle est principe intrinsèque, tandis que l'art est principe extrinsèque. Car si l'art de la construction du navire était intrinsèque au bois, le navire serait produit par la nature, de la même façon selon laquelle l'art le fait. Mais l'art de la construction navale est extérieur au bois. Elle est maîtrisée par l'homme, justement, par l'architecte qui va construire le bateau. Elle n'est pas dans le bois. Cela est manifeste pour ce qui concerne l'art, qui est dans ce qui est mu, bien qu'il y soit de façon accidentelle, comme c'est le cas du médecin qui se soigne lui-même. La nature est davantage assimilée à cet art. Ainsi, il est évident que la nature est davantage assimilée à cet art. La nature n'est rien d'autre que la raison d'un certain art, c'est-à-dire l'art divin inscrit dans les choses. C'est joli ça, comme expression. La nature n'est rien d'autre que la raison d'un certain art, c'est-à-dire l'art divin inscrit dans les choses, par lequel, donc cet art divin, les choses elles-mêmes sont mues vers une fin déterminée. Et oui, Dieu, l'action de Dieu sur les choses, si vous voulez, est tellement évident, elle crève les yeux du philosophe honnête. Donc celui qui veut être athée et qui veut refuser Dieu est obligé de refuser la finalité dans les choses. Alors, autre paragraphe, toujours dans le livre 2, sur la nécessité dans les choses naturelles. Et là aussi, la nécessité, si vous voulez, la nécessité des choses naturelles, la nécessité dans le changement va être déterminant pour notre processus de pensée, pour notre logique. La logique est nécessaire, donc la conclusion est nécessaire, et l'ordre pour arriver à la conclusion est calqué sur la nécessité dans les choses naturelles. Et donc, dans les choses naturelles, il y a une nécessité absolue et il y a une nécessité conditionnelle. Aristote cherche à savoir si la nécessité dans les choses naturelles est absolue ou s'il s'agit d'une nécessité hypothétique ou d'une nécessité conditionnelle. Pour répondre à la question, il faut d'abord savoir que la nécessité, qui dépend des causes antérieures, est absolue. Ce qui est évident, par exemple, de la nécessité de la matière, ainsi que l'animal soit corruptible est quelque chose d'absolument nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle vient du fait que l'animal est composé de contraires. C'est-à-dire que le corps de l'animal est composé de contraires et donc corruptible. Semblablement, la nécessité qui dépend de la cause formelle est absolue. Par exemple, que l'homme soit rationnel, que le triangle ait 3 angles égaux à 2 droits, ce qui est réductible à la définition du triangle. Donc cela est une condition absolue et dépend de la forme. De façon similaire, la nécessité qui vient de la cause efficiente est absolue. Il est nécessaire qu'il fasse jour sur une face de la Terre lorsqu'elle est exposée au soleil, par exemple. Et lorsque la nécessité se rapporte à ce qui est postérieur dans l'existence,
alors elle est conditionnelle ou hypothétique. Comme si l'on disait qu'il est nécessaire qu'une telle chose soit, si une telle autre doit être produite. Et alors cette nécessité vient de la fin ou de la forme, en tant que celle-ci est la fin de la génération. Donc, en définitive, chercher si dans les choses naturelles la nécessité est absolue ou conditionnelle revient à se demander si la nécessité dépend de la fin ou de la matière. Si elle dépend de la fin, elle est conditionnelle. Si elle dépend de la matière, elle est absolue. L'être engendré n'a pas telle ou telle disposition à cause des principes matériels, mais en raison de la fin. L'importance des principes matériels vient du fait qu'ils sont aptes à cette disposition que requiert la fin. Oui, la matière doit être disposée ou doit être apte à recevoir la forme. Ce n'est pas n'importe quelle matière qui peut recevoir n'importe quelle forme. Comme on le voit pour la scie, il faut qu'il y ait telle forme, et en fonction de cette forme déterminée par l'usage qu'on veut en faire, donc la finalité, il faut telle matière. En fonction de la fin, il faut absolument telle matière. Vous ne pouvez pas scier du bois avec une scie en bois. Il faut une scie en fer. L'usage est la fin de la forme. Mais cette fin, qui est l'opération de scier, ne pourrait être atteinte que si on a du fer. Il est donc nécessaire que la scie soit en fer si on veut une scie qui coupe le bois. Il est donc évident que dans les choses naturelles, aussi bien que dans les choses artificielles, la nécessité est conditionnelle, ce qui ne veut pas dire que ce qui est nécessaire soit comme la fin, car ce qui est nécessaire vient de la matière. Cependant, de la fin vient la raison de cette nécessité. Car nous ne disons pas qu'il est nécessaire qu'une telle chose, parce qu'elle a telle matière, ait telle fin. Et c'est au contraire, parce que la fin et la forme qui deviennent, qui sont le terme du mouvement, si vous voulez, sont telles, alors il est nécessaire d'avoir telle matière. Ainsi, la nécessité est attribuée à la matière, mais la raison de la nécessité est attribuée à la fin. La nécessité est attribuée à la matière, la raison de la nécessité est attribuée à la fin. Donc à partir de tout ce qu'il vient de dire sur la nécessité, soit que absolu, soit hypothétique, eh bien, il va arriver, et là, c'est dans ce paragraphe-là, effectivement, qu'on arrive au cœur du sujet, sur la logique. Il va montrer le parallèle entre la nécessité naturelle et la nécessité dans la démonstration. Aristote compare la nécessité qu'on trouve dans la génération des choses naturelles à la nécessité des sciences démonstratives. Alors lui, il parle ici de sciences démonstratives, parce qu'il y a la logique, mais il n'y a pas que la logique. Vous voyez, il y a la logique, et il y a les sciences démonstratives, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage contemporain les sciences exactes. Donc c'est la physique mathématique, c'est la chimie, et c'est tout ce qui utilise les démonstrations mathématiques, qui sont des démonstrations logiques. On trouve donc une nécessité semblable dans les sciences démonstratives et dans ce qui est engendré par la nature. Dans les sciences démonstratives, on trouve une nécessité a priori qui vient des principes antérieurs à la conclusion. En général, qui sont contenus dans la majeure et dans la mineure du syllogisme. Ainsi, nous pouvons dire que parce que la définition de l'angle droit est telle, alors il est nécessaire que le triangle soit tel, c'est-à-dire qu'il ait les trois angles égaux à 2 droits. C'est donc en vertu de quelque chose d'antérieur,
pris comme principe que découle la conclusion. Cependant, il n'est pas vrai de dire le contraire, à savoir, si la conclusion est telle, alors le principe est tel. Donc, on part du principe et on va à la conclusion. On ne remonte pas de la conclusion au principe. Car il peut arriver que des propositions fausses, qu'à partir de propositions fausses, on fasse découler d'une conclusion vraie. Cependant, si la conclusion n'est pas vraie, les prémices ne le sont pas non plus. Ça, on verra. On étudiera ça quand on verra plus particulièrement les syllogismes. Si la conclusion n'est pas vraie, les prémices ne le sont pas non plus, nécessairement. Car le faux n'est conclu que du faux. Dans les choses qui deviennent en vue d'une fin, la fin tient le même ordre que l'ordre que tiennent les principes dans les sciences démonstratives. Il en est ainsi parce que la fin est principe. La fin est première dans l'attention, dit Aristote. Donc elle tient lieu de principe dans le raisonnement. Alors que dans l'action, c'est le contraire, ou dans le changement, c'est le contraire. La fin, c'est ce qui arrive en dernier, et pas principe. Le principe, c'est la matière. Tandis, ce qui est antérieur, c'est la matière. Tandis que dans le raisonnement, ce qui est principe, c'est la fin. C'est en s'appuyant sur la fin que nous commençons à raisonner sur les choses qui sont en vue de la fin. Donc, dans les sciences démonstratives, les principes ne sont pas ceux de l'action, mais sont ceux du raisonnement. Donc, c'est très convenablement que dans ce qui devient pour une fin, cette fin tienne le rôle que jouent les principes dans les sciences démonstratives. La similitude entre la fin et les principes de la démonstration est donc réciproque, même si on était porté à penser le contraire, car la fin est dernière dans l'action réalisée, alors qu'elle est première dans les sciences démonstratives. Si une maison doit être construite, ce qui est la fin de la construction qui est un mouvement, il est nécessaire que quelque chose préexiste ou soit fait. Cela est la matière, qui est pour une fin. La fin n'est pas pour la matière, mais elle ne pourra pas être atteinte si la matière n'existe pas. On ne pourra pas faire de maison s'il n'y a pas de pierre, etc., ni d'outils pour faire la maison. Dans les choses naturelles, ce qui est appelé nécessaire est ce qui se comporte selon le mode de la matière ou du changement matériel. Mais la raison de cette nécessité vient de la fin, car en vue de la fin, il est nécessaire que la matière soit telle. Le philosophe de la nature doit résoudre dans chacune des causes matérielles et finales, mais beaucoup plus dans la cause finale que dans la cause matérielle, parce que la fin est cause de la matière, alors que la matière n'est pas cause de la fin. Car la fin n'est pas telle parce que la matière est telle, mais la matière est telle parce que la fin est telle. Voilà. C'est différentes façons de dire la même chose, voyez, mais au moins, il a fait le tour de la question. Enfin, dernier paragraphe, le principe de la nécessité. Aristote compare ensuite la nécessité dans la génération des êtres naturels à la nécessité dans les sciences démonstratives en regard du principe de la nécessité. Dans les sciences démonstratives, le principe de la démonstration, c'est la définition. Principe de la démonstration, c'est la définition. Pareillement, la fin qui est principe et raison de la nécessité dans les êtres qui deviennent selon la nature est, dans ce que produit la nature, un certain principe pris à partir de la notion ou de la définition. D'où l'importance capitale de bien définir les noms, les choses
et ce dont on parle. Parce que sinon, on ne peut pas construire du raisonnement euh, correct. On ne se comprend pas. Tout part des définitions. La fin de la génération est la forme spécifique, celle que la définition fait connaître. Cela est aussi évident dans ce qui est artificiel. Donc, si oui, la fin de la génération, c'est la forme achevée, hein, ce qu'on avait dit dans les leçons précédentes. Donc, la forme achevée, en acte, parfaitement en acte, la fin du mouvement, eh bien, est connue par la définition. La définition fait connaître la forme des choses. Le qu'est-ce que c'est? Une définition répond à la question qu'est-ce que c'est? Le qu'est-ce que c'est de la chose, c'est la forme de la chose, la cause formelle. De même que celui qui démontre utilise la définition comme principe de sa démonstration, l'architecte qui construit la maison et le médecin qui soigne le malade doivent avoir l'un et l'autre une définition de la maison qui doit être construite et une définition de la santé qui doit être rendue. C'est en vertu de ces définitions qu'ils agissent jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur fin. Voilà. Et donc, vous voyez, la démonstration logique est fondée sur la nécessité des choses naturelles. Et j'en ai terminé pour ce soir. Nous verrons la semaine prochaine le livre suivant, livre 3, sur le mouvement, le temps et le lieu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Que des choses qui n'ont pas été comprises ou que vous voulez que je reprécise? Apparemment non. Bien, je vous dis bonsoir et à lundi prochain.